La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Je vais commencer la première question, Max, je suis prêt. Ouais, t'as l'air prête. Je voulais parler de son don, mais je vais commencer meilleur que ça. Tu vas commencer pas à peu près, là. Meilleur que ça, ouais. On aime ça entendre ça. Je suis prêt. J'ai bien hâte. Salut, Julien. Salut, les gars. Salut, Julien. J'adore ça, Max. Hier, Julien m'appelle, il dit là, j'ai regardé quelques shows. Il dit là, c'est ça, faut que je sois en t-shirt, là, c'est correct. Il dit, faut que je sois en mono. Julien, on va te prendre en habit, en costume de clown, tu viens comme tu veux. J'allais faire de la cuisine, comme je t'ai dit, mais c'est le hockey de printemps de mes gars, puis l'horaire a changé. Là, ils sont arrivés à la maison plus tôt que prévu. Fait que... Ah, c'est bon. Mais tu sais, Julien, quand on t'a présenté tantôt, on disait, tu sais, de gagner dans la Ligue américaine, gagner avec Hamilton, gagner la Coupe Stanley. On dirait que tu fais tout bien. Pourquoi Mathieu Darche? Matin, j'ai évidemment croisé Mathieu au bureau, puis je disais que je faisais votre show à soir, puis j'ai dit, je vais en t-shirt, là. Là, il m'a dit, oh, et moi, je l'ai fait sur le bord de la piscine. Fait que il m'a pas dit s'il l'a fait en chest ou pas. Ouais, c'était bizarre, là. C'était ça, je m'en ai dit. C'était bizarre qu'il ne fasse pas de chandail. Avait un maillot de bain, au moins. Oui, il était poilu. Au bureau, on ne le sait pas. mais on va en parler tantôt. Oui. Félicitations, les gars, pour votre succès. Vraiment, c'est inspirant, votre entrepreneurship. Je suis allé sur votre site web. Tous les produits dérivés que vous avez, c'est vraiment impressionnant. Vous êtes comme le Kiss des podcasts. Kiss, c'est plan avec le plus de produits dérivés. Ils ont des cercueils. Tout ce qui vous manque, vous autres, je pense, c'est des cercueils. La poche bleue. La poche bleue. Pour enterrer faire tous les autres produits dérivés possibles. Merci on va beaucoup. pouvoir enterrer ta carrière, Max. Oui, je l'ai déjà fait, Guillaume. Okay, t'as un petit sac à café. Mais c'est drôle, Julien, que tu dises ça, parce que de notre côté, on voit comme la même chose de ton bord. Tu sais, nous, on veut encourager les produits québécois, puis c'est sûr que pour nous autres aussi, c'est le fun. Mais je veux sauter directement là-dessus. Tu sais, tu as beaucoup de succès, mais de ton côté, ça semble être une priorité d'encourager les produits québécois, toi aussi, mais du côté hockey, tu sais, on s'entend, là, à Tampa Bay, il y en a pas mal, puis j'aimerais ça savoir ton opinion là-dessus. Bien, des bons hommes de hockey et des bons joueurs de hockey, il y en a un paquet au Québec. Tu sais, c'est un petit monde, puis ça donne que vu que je suis de ce milieu-là, je les connais. J'ai été capable au fil des années de lié d'amitié avec un paquet d'intervenants dans le monde du hockey québécois. Puis, quand je cherche quelqu'un pour un poste, ben, c'est certain qu'à l'intérieur de mon réseau, il y a un paquet de Québécois. Puis, il y en a qui sont super qualifiés. On a parlé de Mathieu Darche, je ne sais pas si lui était qualifié, mais il y en a d'autres. Il y a Benoît Groux, Eric Veilleux, Gilles Bouchard. Alors, dans le fond, je suis choyé que tous ces gens-là aient accepté de travailler avec moi, de me faire confiance. Puis la même chose avec les joueurs. On a un historique à Tampa où je pense que les joueurs francophones en particulier sont confortables parce qu'ils sont rarement l'unique francophone. En ce moment, le DG est francophone, le DG adjoint est francophone. À Syracuse, les 3 coachs sont francophones. Notre coach des gardiens de but est francophone. Notre strength coach est francophone. Fait que, on en a beaucoup et probablement que c'est plus facile quand ils ont le choix parce que ce n'est pas toujours le cas qu'un joueur a le choix de déterminer avec quel club il va s'aligner. Mais dans la mesure où il a le choix, on a été chanceux au fil des années qu'il y a plusieurs Québécois qui nous ont fait confiance. Parce que on le voyait cette semaine, vous avez fait la transaction pour aller chercher Antoine Morand. C'est un choix de 2 des Ducks d'Anaheim qui s'en vient chez vous. C'est un gars hyper intéressant qui va avoir une dimension dans la Ligue nationale dans quelques années quand même. Là. Oui, bien, on l'espère. Il y a certainement un profil intéressant. Ce qui nous aidait dans ce cas-là, entre autres, Éric Veilleux l'avait coaché. Le fils de Ben Groux, il joue à San Diego avec Antoine, ou il jouait à San Diego avec Antoine. Puis Ben, il voit toutes les games des Seagulls de San Diego parce qu'il suit la carrière de son fils, bien évidemment. Alors, on avait de la bonne information sur le joueur et sur la personne. Et puis, dans le cadre d'une transaction où il y avait quelques morceaux, quand on a eu la possibilité d'insérer Antoine dans cette transaction-là, bien, ça a été assez facile pour nous de faire la demande et d'obtenir le joueur. C'est quoi la qualité première dans ta tête en tant que directeur général quand tu vas chercher un joueur? Tu sais, souvent, on parle d'attitude, de caractère, tout ça, mais à Tampa Bay, on s'entend qu'il y a quand même une recette magique de succès là, parce que ça fonctionne même quand vous ne gagnez pas la Coupe Stanley. C'est quand même une équipe toujours spectaculaire puis qui a une chance de gagner quand même. Je dirais, on cherche des bonnes personnes.
à la base. On essaie d'éliminer les joueurs qui, d'un point de vue culturel, ne cadreront pas au sein de notre organisation. Ça, c'est un. Puis des fois, on fait des erreurs, on n'est pas parfait, puis on corrige en cours de route. Mais si on parle du joueur lui-même, nous, on met beaucoup l'emphase sur la cadence du jeu, ce qu'on appelle le pace. Il faut être capable de jouer vite. Alors, quand on évalue des joueurs pour la séance de sélection annuelle ou pour un joueur autonome ou un échange, on met toujours l'accent sur est-ce que ce joueur-là peut jouer de la façon du Lightning de Tampa Bay, où on est agressif en échec avant, où nos défenseurs se joignent au rush puis ils pinchent beaucoup. Alors, c'est toujours basé sur la cadence de jeu. Alors, comment est-ce que tu fais pour jouer vite? Bien, il y a plusieurs façons de jouer vite. Là. Ça peut être parce que tu patines vite, ça aide. Ça peut être parce que tu as un bon sens d'anticipation. Ça peut être aussi parce que tu as les habiletés techniques pour exécuter des jeux de qualité, des belles passes qui vont être faciles pour que ton coéquipier reçoive cette passe-là et puisse faire un jeu, décocher rapidement des tirs, recevoir des passes. Alors, c'est ce type de caractéristiques-là qu'on recherche. Mais l'emphase est toujours basée sur la vitesse d'exécution, la vitesse d'exécution. Nos pratiques, on les prépare justement pour faciliter ou accélérer la vitesse d'exécution en tout temps, tant à Syracuse avec notre club de développement qu'à Tampa avec le gros club. C'est-tu un peu la même vision? T'sais, on avait Pascal Vincent l'autre fois qui était avec le Moose du Manitoba, puis il nous parlait beaucoup que lui, c'est le groupe des Moose puis des Jets, c'est vraiment ensemble, puis on parle de système de jeu, puis on suit, puis on veut vraiment développer des gars. T'sais. La victoire n'est pas à tout prix dans la Ligue américaine. C'est-tu un peu la même vision? L'important, c'est le gros club, puis c'est vraiment de bâtir puis de donner de la chance à tout le monde. C'est certain que nous, on est ici pour remporter des championnats dans la Ligue nationale. Alors, tout ce qu'on fait, chaque décision qu'on prend, aussi petite soit-elle, on a toujours en vision d'atteindre nos objectifs. Alors, quand on prend des décisions qui ont un impact plus direct sur la Ligue américaine, on a en tête la Ligue nationale. Mais est-ce qu'on demande à ce que nos joueurs et nos entraîneurs à Syracuse adoptent exactement le même système de jeu que le Lightning de Tampa Bay? Non, parce que ce n'est pas les mêmes joueurs. L'idée, c'est de mettre les joueurs dans des situations où ils peuvent connaître du succès, apprendre à gagner. Et puis, quand tu n'as pas nécessairement les mêmes éléments, il faut que tu les utilises de façon différente. Mais on a toujours en tête qu'il faut être capable d'exécuter rapidement. C'est le même mindset. Notre mot, nous autres, c'est pace. Pace, pace, pace. C'est tout le temps ça. C'est quoi un joueur du Lightning? C'est quelqu'un qui joue avec du pace. Ouais. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, vous faites toujours les choses de la bonne façon, on dirait. Mais en tout cas, je trouve que vous êtes une équipe très respectée dans la Ligue nationale de hockey. Puis, quand tu fais les choses de la bonne façon, puis tu rencontres un mur, à un moment donné, tu as un échec. On pense à ce qui est arrivé avec Columbus. Vous avez perdu, ça a été difficile. Vous avez eu une saison de rêve. À un moment donné, tout s'effondre. Puis, je pense que votre patience a été récompensée plus tard, là, à un moment donné, en gagnant la Coupe. Comment vous avez réagi justement à tout ça? Parce que quand tu triches et tu ne fais pas les bonnes choses, tu te dis, bon, ben, on va régler des affaires, mais vous autres, vous faisiez quand même tout d'une bonne façon. Là. Ben non, on fait des erreurs comme tout le monde, puis on corrige le tir en cours de route. Puis la réalité, c'est qu'à chaque saison, il y a plusieurs équipes qui peuvent de façon légitime aspirer à la Coupe Stanley. Il y a plus qu'une équipe qui est capable de gagner la Coupe Stanley. Je vois tes trophées du président, là, puis ton... T'as-tu vu les miens? Terrence Campbell. Non, ils sont dans l'autre salle, les miens, excuse. Je parlais de Max. Ah, OK. Votre équipe de Vancouver, ces 2 années-là, là, c'est une des meilleures équipes de l'histoire de la Ligue nationale. Là. Du moins, si on regarde depuis la fusion avec l'AMH, je pense qu'il y a 3 clubs dans l'histoire de la Ligue qui ont été capables de mener pour les buts pour les buts contre dans la même saison. Il y a le Canadien 75-76, le Canadien 76-77, puis Vancouver en 2010-2011. Vous avez perdu au 7e match, la finale de la Coupe Stanley. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais ça démontre à quel point c'est difficile de remporter un championnat, puis il faut que les astres s'alignent. Alors, ce que tu cherches à faire, c'est, ça prend de l'ambition. Mais tout le monde dans la Ligue nationale a de l'ambition. Tout le monde veut gagner la Coupe Stanley. Une fois que tu as cette ambition-là, tu essaies de te donner les moyens, tu essaies de t'entourer du plus grand nombre de bonnes personnes possible. Ça te prend une masse critique de très bons joueurs, sans quoi c'est impossible de gagner en séries éliminatoires. C'est difficile de faire les séries éliminatoires. Mais une fois que tu as ça, ce n'est pas suffisant. Là, à un moment donné, ça prend un petit peu de chance aussi en cours de route. Puis, avant que je sois DG dans la Ligue nationale, j'étais DG dans la Ligue américaine pendant 13 ans. 4 fois, on s'est rendu en Coupe Calder en finale. 2 fois, on a gagné, 2 fois, on a perdu. Les 2 fois qu'on a gagné, là, tu pouvais voir ça arriver. Là, à chaque fois qu'on avait besoin que la POC elle roule pour nous autres, elle roulait pour nous autres.
Puis les 2 fois qu'on a perdu en finale, là, on le voyait, première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, tout d'un coup, en finale, Colin, c'est Grand Rapids qui commence à avoir les bandes. On frappe le poteau, puis eux, ils frappent le poteau, mais à rentre. L'écart est tellement, tellement mince entre la victoire et la défaite au plus haut niveau que, dans le fond, tu espères faire le plus de bonnes choses le plus souvent possible. Tu espères qu'à un moment donné, les As vont s'aligner et tu vas être récompensé avec un championnat. Puis après la défaite, justement, je revenais à Columbus. Qu'est-ce qui. Ben, je veux pas de secret ou rien, mais c'était quoi la mentalité dans le bureau? On s'en va par où? Qu'est-ce qu'on change après avoir défoncé la Ligue? Dans mon évaluation à moi, on avait connu une saison extraordinaire. Les coachs avaient fait un job extraordinaire. Ça avait été quand même assez difficile à gérer. On avait beaucoup de personnel, on avait beaucoup de profondeur. Vous vous rappelez peut-être pas, mais on faisait des rotations de défenseurs. Je pense qu'on avait 4 défenseurs qui... Puis là, Dan Girardi, Anton Strawman, Coburn, un jeune Cyrnak à l'époque. Tu leur dis, là, vous allez jouer 3 games sur 4 tout le monde jusqu'à la fin de l'année pour que tout le monde soit impliqué. On a fait la même chose avec notre 4e ligne, des gars comme Ryan Callahan qui n'étaient pas toujours dans l'alignement. Tout le monde avait acheté le programme. Tout le monde avait fait les sacrifices pour le bien collectif. Les coachs avaient fait un job extraordinaire. Puis là, tout d'un coup, c'était une chose après l'autre. Une chose après l'autre, elle n'allait pas de notre côté. Puis quand on se remémore un petit peu le film de la série, la première période contre Columbus, le premier match, dominé complètement. La meilleure période de l'année. Ouais. C'est incroyable. On a marqué 3 buts. On aurait pu en marquer 6, 7, 8. On a eu la POC dans leur zone pendant 20 minutes. Ils n'étaient pas capables de sortir. Puis là, tout d'un coup, ils marquent un but. L'autre équipe aussi a le droit de marquer des buts. Puis ils ont des bons joueurs. Eux autres aussi, une punition, ils en prennent un autre. Puis là, tout d'un coup, ils gagnent en prolongation. La série a revire de bord. Match 2. Ils marquent un but très tôt en début de partie. Bon, ça arrive. On prend une punition. Ils mènent 2-0. Ça fait 8 minutes, la game a commencé. On a des joueurs qui n'étaient peut-être pas à 100% non plus. Là, quand tu commences à accumuler toutes ces choses-là, la montagne, elle semble de plus en plus grosse, mais pour Columbus, eux autres, ils sont de plus en plus proches du sommet. Puis quand tu commences à être proche, tu commences à y goûter. Là, tu payes le prix encore plus, tu as encore plus de jambes. Puis c'est ça, il y a un effet d'enchaînement. Tu espères quand tu rentres en série que l'effet d'enchaînement va jouer en ta faveur, ce qui a été le cas durant l'été dernier, dans la bulle pour nous. Puis cette année-là, ça n'a pas roulé pour nous. Non. Parce que, tu sais, pareil, une saison comme vous avez eue, là, sur 82 matchs, de dominer autant, il vient qu'à un certain point, ça peut jouer à l'inverse aussi une fois que tu changes de saison et que tu tombes dans la vraie game. Tu sais, parce que tu tombes pas dans la facilité, mais dans la confiance excessive à quelque part. Là. Peut-être, mais les gens, ils ont souvent mentionné qu'on n'avait pas eu d'adversité durant la saison, mais ce n'était pas vrai. On en avait eu, mais on l'avait surmonté toute la saison. Hedman a manqué 1 mois, Vasilevski a manqué 1 mois, Louis Domingue est rentré dans le net, il a gagné 11 games en ligne ou 12 games en ligne. T'sais, peu importe ce qui nous arrivait pendant la saison, on trouvait toujours le moyen de gagner. Alors, c'est pas qu'on n'a pas eu d'adversité, c'est qu'on l'a surmonté tout au long de la saison. Puis là, en séries éliminatoires, on n'a pas été capable. Parce que de perdre Kucherov, de perdre Stamkos, cette année, Kucherov n'est pas là. Stamkos, quand vous gagnez la coupe, il est venu 2 minutes, score un gros. Tu sais, c'est pareil, là. C'est des pièces maîtresses de l'équipe. Ça démontre à quel point ce corps-là, le noyau de votre équipe est vraiment solide avec Vasilevski, avec Hedman, ces gars-là. C'est impressionnant en tabarouette ce que les gars font, là. Oui, je l'ai mentionné tantôt, si tu veux une bonne équipe, ça prend des bons joueurs. Ouais. Au fil des années, dans le monde du hockey, j'ai la chance de rencontrer des gens qui ont eu des belles carrières, puis de leur poser des questions. Puis une personne, entre autres, c'est Jimmy Devellano, qui a longtemps été directeur général des Red Wings, qui a comme rebâti le programme à partir des années 80, puis qui habite ici à Tampa, qui vient à tous nos matchs, puis qui est encore conseiller à Steve Yzerman à Détroit. Puis un soir, j'avais demandé, Jimmy, c'est quoi... Qu'est-ce qui fait un bon directeur général? Puis il était parti à rire, puis il a dit, un bon directeur général, c'est des bons joueurs. Tu veux savoir c'est quoi un grand directeur général? C'est des grands joueurs. C'est aussi simple que ça, dans le fond. Alors, je parlais plutôt d'une masse critique de bons joueurs. Au fil des années, suite aux efforts de plusieurs personnes, nos dépisteurs, tant au niveau amateur que professionnel, nos gens de développement, en ce moment, c'est Ben Grou et son équipe à Syracuse. On a Jean-Philippe Côté qui fait du développement des joueurs pour nous. On a des entraîneurs de patins en Barb Underhill, Tracy Tutton, qu'on pense qu'ils sont extraordinaires. John Cooper et son équipe à Tampa. Le groupe de leaders parmi les joueurs à Tampa. Tous ces gens-là ont fait énormément de bon travail pendant une longue période d'années pour bâtir le programme qu'on voit aujourd'hui.
Puis là, tu sais, t'as quand même été, je trouve, chanceux d'une certaine façon. Pas chanceux dans ton travail, mais d'avoir la chance de travailler avec Steve Yzerman. J'aimerais ça savoir, tu sais, comment ça s'est passé le premier appel de sa part, puis ta première fois que tu l'as rencontré. Là. Bon, alors, moi, en 2009, mon contrat avec le Canadien venait à échéance. Le Canadien venait d'être vendu au groupe de Jeff Molson et ses associés. J'étais très proche de la famille Gillette. J'étais très proche de George et de Foster. Foster qui habitait avec nous et qui a le même âge que moi. Alors, c'était facile de... Il était dans les mêmes comités de direction que moi. On se voyait régulièrement. Puis vu qu'on avait le même âge puis des responsabilités pas tout à fait similaires, mais on travaillait dans le management. On socialisait souvent. Et puis, quand le club a été vendu, je me suis dit, pour le bien de ma carrière, un petit peu inspiré par François Giguère, si je pourrais être honnête. François Giguère qui a été avec les Nordiques, avec l'Avalanche du Colorado, qui a gagné comme DG adjoint 2 Coupes Stanley avec l'Avalanche du Colorado comme adjoint à Pierre Lacroix, qui avait quitté après la 2e Coupe Stanley. Il était allé à Dallas pour être directeur général adjoint à Dallas. Et il voulait, lui m'avait expliqué à l'époque qu'il voulait... parfaire ses connaissances, voir une autre façon de faire, une autre organisation, rencontrer des gens nouveaux, étendre son réseau de contacts, puis que la seule façon de faire ça, c'était de quitter un endroit confortable comme l'Avalanche du Colorado à ce moment-là. Un petit peu inspiré par son parcours, quand le club a été vendu, je me suis mis à penser, vu que mon contrat venait à échéance, j'avais expliqué à Bob Gainey, qui était le DG à l'époque, j'ai dit, Bob, c'était là, on avait 10 joueurs autonomes sans compensation. C'est une grosse année. Le club venait d'être vendu. Je ne voulais pas partir sans lui donner un préavis. Alors, je lui avais dit que je resterais pour 1 an, ce qui lui donnerait le temps à lui de voir à la succession du DG adjoint, puis à préparer tout ce qu'il avait à préparer pour que je ne laisse pas tomber. Et qu'une fois la saison terminée, ben, j'irais voir si je n'étais pas capable de me trouver un poste dans une autre organisation. Puis, c'est ça qu'on avait fait. Sur le coup, il a dit, ben, on va garder ça entre nous. Pense-y, tu vas peut-être changer d'idée en cours de route. Mais en cours de route, j'étais de plus en plus confiant que si je voulais là, croître comme homme de hockey, il fallait que j'aille voir d'autres choses puis que j'aille travailler avec d'autres personnes. Et puis, quand le poste, ça a donné qu'au mois de mai environ, mars, notre nouveau propriétaire, notre propriétaire actuel à Tampa, Jeff Vinik, a acheté le Lightning de Tampa Bay. À la fin de la saison, a congédié pas mal tout le management qui était en place à l'époque. Et là, il y a eu un processus d'embauche pour un directeur général. Et ils avaient pigé très large. Je ne serais pas surpris s'il y a peut-être 30 personnes qui ont eu au moins une entrevue pour ce poste de DG-là. Wow. Moi, j'étais une des 30 personnes. J'avais, à l'époque, Jeff Vinik avait embauché comme conseiller quelqu'un qui s'appelle Jack Sperling, qui a beaucoup d'expertise dans le management des franchises de sport professionnel. Et puis, c'est lui qui était responsable pour défricher les finalistes que Jeff allait rencontrer pour le poste de DG. Alors, j'avais une entrevue au téléphone avec lui. Je m'étais préparé pour l'entrevue. Je m'étais préparé au cas que j'ai la job aussi. Qu'est-ce que je ferais si je devenais DG du Lightning en 2010? Et puis, quand je n'ai pas eu le poste, parce qu'ils ont embauché Steve Yzerman, qui était la meilleure personne en toute franchise pour le poste à ce moment-là, pour un million de raisons, j'ai appelé Ryan Martin, qui est DG adjoint à Détroit aujourd'hui et qui travaillait pour Détroit à l'époque, avec Steve, avec Kenny Holland. Jim Neal était encore là à l'époque aussi, qui est maintenant DG à Dallas. Et puis, très peu de gens savaient que moi, j'avais quitté le Canadien. Quelques personnes haut placées au niveau de la Ligue nationale au cas qu'ils entendent quelque chose. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et puis, j'ai appelé Ryan pour voir s'il y avait une idée des plans de Steve à Tampa. Et puis, il m'a dit, ah oui, Steve il m'a offert la job de DG adjoint à Tampa. Je vais quitter Détroit, je vais aller travailler avec lui. Fait que j'ai dit, ah, cool, ben, tant mieux pour toi, Ryan. L'opportunité. Je te plais pas pour ça, mais. En cours de conversation, il m'avait dit, j'ai comme l'impression que tu aurais de l'intérêt pour ce job-là. J'ai dit, ben, là, j'ai expliqué que j'allais quitter le Canadien, puis qu'effectivement, si j'étais pour aller ailleurs, DG adjoint à Steve Yzerman, c'était pas la meilleure place où aller. Ah ouais. Et puis, il m'a dit, ben, si jamais ça ne marche pas, je vais dire à Steve que c'est toi qui devrais embaucher. On oublie ça. On retourne. On avait un super bon club à
À Hamilton, cette année-là, c'était l'année où on avait embauché Guy Boucher. On avait battu un paquet de records. On s'est rendu au 7e match en finale de conférence. Et le Canadien avait aussi eu une super bonne présence en séries éliminatoires. C'est l'année où on s'est rendu en finale de conférence là aussi avec grâce à Valac. Alors, là, j'étais occupé, moi, à gérer Hamilton puis à suivre le Canadien. Puis, d'un coup, je me rappelle, j'étais en train de faire la vaisselle un soir dans ma cuisine à Brossard. Et puis, le téléphone sonne, puis c'est Ryan Martin. Il était peut-être 8 heures du soir, puis il dit Hey, Julien, je veux que tu saches que en fin de compte, ça ne fonctionnera pas tant pas, je ne peux pas y aller. Mon épouse, on pensait qu'elle pourrait être transférée. Son épouse était avocate. On pensait qu'elle pourrait être transférée à Tampa. Ça ne marchera pas. Je suis allé voir Kenny Holland. Il m'a offert une promotion puis des nouvelles responsabilités. Puis je vais rester à Détroit. Je viens d'appeler Steve Yzerman. J'ai dit que je n'allais pas à Tampa avec lui puis qu'il devrait t'appeler. Wow. C'est comme ça que ça a commencé. Là, Ça, Steve c'est un chum, ça? Ça, c'est un chum, oui. Ça, c'est un chum. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Steve, je l'avais rencontré une seule fois au préalable à une réunion des DG. À l'époque, on pouvait être 2 représentants par équipe aux réunions des DG. Moi, j'y allais toujours avec Bob. Puis, cette fois-là, Steve était allé avec Ken Holland. Puis, ça a donné qu'il était assis à ma droite. Puis, ça a donné qu'à l'ordre du jour, il y avait un paquet d'items sur lesquels j'avais une certaine expertise. Puis, il n'arrêtait pas de me demander des questions. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Hey, ça, c'est quoi l'impact de ça? Puis, on s'était mis à jaser, mais c'est la seule fois que je l'avais rencontré. Puis, c'est ça, il a demandé la permission aux Canadiens de me parler. Pierre Gauthier avait été incroyable dans le processus. C'était rendu lui le DG à ce moment-là. Puis, de fil en aiguille, au bout de quelques semaines, puis plusieurs conversations téléphoniques, Steve m'a embauché. Puis, j'ai déménagé à Tampa avec ma gang. Une entrevue de DG, c'est comment ça fonctionne? On te demande ta vision. Est-ce que tu amènes en détail pour le monde, ça demande toujours comment ça marche? Bien, je dirais, c'est très différent. C'est très différent d'une entrevue à l'autre. Je pense beaucoup en fonction de c'est qui la personne qui mène l'entrevue. Au fil des années, là, j'en ai passé quelques-unes. J'étais impliqué dans quelques processus. Là, et chaque processus était de façon assez significative, là, différent les uns des autres. Alors, ça dépend, mais effectivement, des fois, on te demande qu'est-ce que tu ferais si tu avais la job? Puis ça, c'est une question ouverte, puis là, tu peux parler pendant 10 heures. C'est top, ça. C'est une façon de faire. Puis j'avais aimé cette expérience-là parce que j'étais prêt, je me sentais prêt, puis je pensais avoir bien livré. Je pense encore, même chez Paul Post, que j'avais bien livré. Il y a d'autres entrevues où, au préalable, la personne qui va t'interviewer, elle dit « Voici les 5 questions auxquelles je veux une réponse. » On va parler de ces 5 choses-là. Et puis, alors, tu te prépares en conséquence. C'est beaucoup plus facile de se préparer pour cette entrevue-là parce que tu sais où mettre l'emphase puis où consacrer ton temps de préparation. Et puis, c'est ça. Quand j'ai eu le poste ici à Tampa, officiellement, j'ai quand même rencontré notre propriétaire. Puis, je me sentais prêt. J'ai dit, voici ce que je ferais, voici comment je vois l'organisation. Puis, bon, c'était probablement plus facile. On avait déjà une relation, on se connaissait déjà. Il y avait un historique. J'ai dû faire une bonne job, il m'a offert la poste. Ouais. Je pense que tout est correct. On regarde les résultats, puis il ne le regrette pas, d'après moi. Moi, je suis content qu'il m'ait choisi. Ouais, Qu'est-ce que tu dirais que Bob Gainey, comme DG, t'a le plus appris, puis qu'est-ce que Steve Yzerman t'a le plus appris? Parce qu'on s'entend, là, c'est 2 hommes de hockey complètement différents. Là. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris qu'aujourd'hui Julien Brisebois utilise? Ils étaient complètement différents dans leur expérience, mais très similaires dans leur personnalité, approche et même leur profil. T'sais, les 2 ont joué pour Peterborough Junior. Les 2 ont eu des grandes carrières d'hockeyeurs. Les 2 ont été capitaines longtemps, ont connu beaucoup de succès. Étaient très respectés avant de rentrer dans le management. Étaient très respectés par les autres DG, très respectés par les gestionnaires au bureau de la Ligue. Calmes, très compétitifs tous les 2, très intelligents tous les 2, autodidactes tous les 2. Je ne pense pas que ni un ni l'autre sont secondaire 5, mais les 2 lisent énormément sur un paquet de sujets. Tu peux parler avec l'un, tant avec l'un qu'avec l'autre, d'un million d'affaires, puis il est informé, pose beaucoup de questions. Super sens de l'humour tous les 2, pince sans rire tous les 2.
Bob, il est pincé pas mal. Pincé sans rire pas mal. Les deux. Lui, j'étais tellement, là, je savais jamais quoi faire quand il était là. Ouais, tu étais très jeune aussi à la Il défense. m'intimidait au bout. Je dirais la plus grosse différence, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec Bob, j'avais très peu d'expérience. J'avais travaillé 2 ans avec André Savard au préalable. Bob, lui, avait été entraîneur-chef, avait été DG pendant longtemps, avait gagné une Coupe Stanley comme DG. Il arrivait avec beaucoup d'expérience. Quand j'ai commencé à travailler avec Steve Yzerman ici, là, moi, j'avais 10 ans d'expérience, puis lui, il n'en avait pas tant que ça dans le management. Alors, ça, c'était très différent. Puis aussi, l'approche de Bob, c'était beaucoup, moi, je m'occupe de les joueurs à Montréal, les coachs à Montréal. Il faisait la négociation de contrat pour ce qui était des joueurs autonomes sans compensation, soit les notes ou ceux qu'on amenait de l'extérieur, plus souvent qu'autrement. Mais tout le reste, c'était délégué. Et il nous faisait énormément confiance. Fait que pour moi, c'était super parce que là, si tu veux te prouver, il faut qu'on te donne des responsabilités. Puis avec Bob, là, c'était une puis un autre, puis il y en avait beaucoup. Là. Alors ça avait été super. Avec Steve, on a travaillé plus en équipe. Souvent, on faisait les choses à deux. On allait rencontrer les coachs à deux, on allait rencontrer les joueurs à deux, on allait rencontrer le propriétaire à deux. On travaillait sur des contrats à deux. Je dirais, il me laissait pas mal le club ferme, mais pas mal tout le reste, on le faisait souvent, là, les deux ensemble. Alors, je passais beaucoup plus de temps avec Steve que j'en ai passé avec Bob, qui, lui, était concentré vraiment sur le gros club, puis il déléguait tout ce qui était budget, négociation de contrat. Je me souviens, ma négociation de contrat, quand j'étais à RFA ma 2e année, c'était avec toi qu'on l'avait négocié au restaurant. Je me souviens. Je me rappelle les deux. Je pense que le premier, tes parents étaient venus signer le contrat. Oui, mon père, oui. Ça, je niaise mon père avec ça. Il avait pris j'étais avec Bob Gainé puis Julien. Mon père prenait un appel de job en plein milieu. Je suis comme, Pat, t'aurais pu prendre une demi-heure. Réellement, je trouvais ça super sympathique que ton père y vienne. C'est un beau moment père-fils. Les parents, ils s'investissent tellement dans leurs enfants, qu'ils soient des joueurs de hockey ou pas. Alors, de voir, surtout, j'avais 19 ans à l'époque, de voir jouer pour le Canadien de Montréal à 19 ans, faire l'équipe au camp, c'était super le fun. Puis, tes parents, de mémoire, étaient plus ou moins à l'aise en anglais. Le contrat était en anglais, parce que c'est les contrats standards de la Ligue nationale. Alors, par la suite, je l'avais fait traduire. On avait travaillé avec un traducteur pour qu'on ait une copie en français. Au cas que ça se reproduise un jour, je pourrais remettre au moins une copie en français aux parents pour qu'ils puissent comprendre un petit peu c'est quoi un contrat de joueur de la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est stressant, pareil, on ne le réalise pas, mais nous autres, on vit ça. Nous autres, on est dans la vague un peu, mais pour les parents de l'extérieur, ça doit être juste de s'asseoir dans le bureau au Centre Bell avec Julien Brisebois. Puis moi, à l'opposé, je veux savoir du côté de Julien, ça doit être quelque chose pareil de donner des billets de loterie à du monde dans la vie. Là. Tu donnes un contrat. Non, mais sérieux. C'était le Père Noël, là, d'une certaine façon. Là. C'est écœurant, ça. C'est vrai que j'ai souvent le beau rôle et j'en suis conscient en tant que DG. J'essaie de laisser cette expérience-là à d'autres maintenant. Mais une des parties les plus agréables de ma job, surtout quand j'étais responsable des clubs fermes, c'était de dire à un gars, « Hey, tu t'en vas à Montréal, tu t'en vas à Tampa jouer ta première game. » Ça, là, c'est dans les beaux moments, là, parce que tu sais ce que ça veut dire pour ce joueur-là. Puis tu sais que dès qu'il finit la rencontre, là, il prend le téléphone, puis il appelle ses parents, il appelle sa blonde, il appelle sa soeur, il appelle son frère, il appelle tout le monde. Là, puis, alors ça, c'est des super beaux moments. Puis c'est le fun quand on voit ensuite les parents venir. Honnêtement, j'ai été chanceux, j'en ai vu beaucoup au cours des années. Entre autres, je me rappelle Mathieu Joseph, ses parents étaient venus, puis je connaissais un petit peu ses parents, puis j'allais voir Mathieu jouer quand il jouait pour Saint John, puis je croisais souvent ses parents dans l'aréna. Alors ça, c'est vrai que c'est des beaux moments d'un point de vue humain. Ah non, ça doit vraiment être trippant, mais à l'inverse, ça vient aussi, tu sais, cette année, vous l'avez vu, un joueur régulier, puis le cap qui bouge pas, un gars comme Tyler Johnson, que t'es obligé d'un vétéran qui est là avec vous autres, puis qui fait un gros salaire, puis là, vous êtes pogné un peu sa masse. L'envers de la médaille doit être tough aussi, là. Oui. Il faut qu'on mérite notre paye des fois. Ah oui, c'est une business aussi. Là, la plupart du temps, là, c'est des arcs-en-ciel et des licornes, là, notre business. Mais il y a des fois qu'il y a des choses moins agréables. Puis,
Ça, j'ai beaucoup appris de Bob. Bob était très direct, il était très candide, il était très honnête, il était très transparent et j'ai toujours utilisé cette approche-là. Alors, sur le coup, peut-être que des fois, ça fait plus mal à entendre sur le coup, mais je pense que les gars l'ont toujours respecté une fois qu'ils ont eu le temps là, de prendre un petit peu de recul, de savoir que je ne leur avais pas conté des histoires, là, je leur avais dit voici ce qui arrive, voici pourquoi. Ouais, c'est. Dommage, mais aujourd'hui, c'est ton tour. Ouais. Ben, c'est la business, hein, pas le choix ben, mais. J'essaie de le faire avec respect, évidemment, autant que possible, tu n'as pas le choix. Parce que c'est pas personnel, surtout quand on parle dans un monde idéal avec l'équipe qu'on a à Tampa en ce moment, là, c'est sûr que ce serait beaucoup plus facile, pas de plafond salarial, là, puis je garderais tout le monde. Là, le club qui a gagné la Coupe Stanley l'année passée, là, je l'aurais ramené au complet. Là. Ouais. Puis l'équipe qu'on a en ce moment, qu'on gagne ou pas la Coupe cette année, je serais bien content de la ramener telle quelle l'année prochaine encore. Mm-hmm. Mais il y a des décisions qui vont devoir être prises. Est-ce que ben ça, c'est une question dure, là, mais est-ce que tu penses que c'est une chose qui devrait changer à un moment donné? Parce que moi, je trouve ça plate. On a vu les Blackhawks de Chicago, je pense qu'ils étaient une des premières équipes, puis vous autres. Puis je trouve ça plate de détruire une équipe, moi, à cause de la masse salariale. Personnellement, je trouve qu'il devrait y avoir comme un genre de discount pour les gars qui sont repêchés, au moins dans l'organisation, sur la masse salariale. Si l'équipe est assez performante, assez bonne pour aller chercher un joueur à un moment donné, pourquoi il paierait au même prix que les autres, c'est la masse? Bon, ça fait même pas 3 ans que je suis DG, mais j'ai assez d'expérience pour savoir que ce sujet-là, je ne suis pas supposé d'en parler. OK, alors, parfait. Next question. Je vais divaguer un petit peu. Je vais juste dire, il y a des pour et des contre à tous les systèmes. Quand je suis rentré dans la Ligue nationale les premières années, là, Dallas, Colorado, les Rangers, Détroit avaient des masses salariales de 80 millions et plus. Puis il y avait des clubs qui étaient entre 16 et 24. C'est que... Puis il n'y avait aucune chance, ces clubs-là. Maintenant, là, avec la parité est incroyable. D'une année à l'autre, tu as facilement 27 clubs là, qui, probablement d'une année à l'autre, qui peuvent dire on a des chances de faire les séries. Puis ces partisans-là ont des raisons de croire et d'avoir de l'espoir que leur équipe va connaître une bonne saison. Ouais. Je pense que quand tu pèses les pour et les contre, si on regarde la Ligue nationale dans son ensemble, c'est un bon système. OK. Tu as été dans l'école, on parlait de Bob Gainey, établi une vedette, respecté Steve Yzerman. Toi, tu viens du milieu du droit, tu es un avocat de carrière. À quel point c'est difficile de rentrer dans un meeting avec ces gars-là, puis de faire des discussions hockey, puis de les pousser, puis de les challenger de ce côté-là? C'est où qu'on se bâtit cette vision-là comme gestionnaire? Bien, premièrement, je suis un avocat de formation. Ce serait mentir de dire que je suis un avocat de carrière. Je n'ai pas travaillé comme avocat très longtemps. J'ai été chanceux. Il y a beaucoup d'être à la bonne place au bon moment. Là, ça m'est arrivé une fois puis une autre. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur votre podcast ce soir. Là. Ça, c'est beaucoup de chance. Effectivement. Alors, moi, dans ma carrière, mon plan de carrière, c'est d'être fiscaliste, faire du droit fiscal. Et puis, bon, quand on sort de la faculté de droit, on cherche un stage. Il faut que tu fasses un stage pour les membres du barreau. Il faut que tu passes tes examens du barreau. Je m'étais trouvé un stage et un emploi chez Ian Blakey, qui était à l'époque un des grands bureaux canadiens. Et puis, j'étais au bureau de Québec parce que ma blonde de l'époque, mon épouse aujourd'hui, ça a marché. Elle planifiait aller étudier à Laval. Alors, moi, j'avais appliqué pour un poste à Québec que j'avais eu. Elle, en fin de compte, a étudié à l'Université de Montréal. On a fait de la route, on a fait de la 20 pendant un bout de temps. Mais je travaillais à Québec et puis le bureau de Québec avait pour objectif de se partir un département de droit du sport. Il avait commencé à faire un petit peu d'arbitrage salarial du temps des Nordiques. Marcel Aubu, c'était un des gros associés du cabinet Ian Blakey. Okay. Et puis, ça a donné que l'année que moi, j'ai été embauché comme étudiant, même pas stagiaire à ce moment-là, il y avait eu pour projet d'appeler des équipes de la Ligue nationale puis offrir leurs services pour les aider dans des dossiers d'arbitrage salarial. Et puis, ils cherchaient un jeune bilingue qui connaissait le sport, qui pourrait les aider à travailler dans ce type de dossier-là. Puis quand j'ai eu le poste, ils m'ont étiqueté « Julien, c'est toi qui vas venir nous aider à partir de ce département-là » avec Daniel Dumais, qui lui était l'associé, qui aujourd'hui est juge à la Cour supérieure. Là. Wow. C'était ses dossiers à lui. Puis Daniel et moi, à son bureau, là, littéralement, on appelait là, David Poyle, Pierre Gauthier à Anaheim, Pierre Lacroix à Colorado, Glenn Sader à Edmonton. Puis il y a 12 clubs, je pense, de première été qui nous ont donné leur dossier.
On avait eu le point 33, 34 dossiers le premier été. Wow. Alors là, tu développes une certaine expertise au niveau des dossiers d'arbitrage salarial. À l'époque, il y avait à peu près 103, 104, 105 décisions qui avaient été rendues au cours des années. Moi, j'habitais à Québec tout seul. Puis quand tu es jeune avocat, tu travailles dans ce type de bureau-là, tu travailles beaucoup. Tu es là pour travailler. Moi, j'habitais à 8 minutes de marche du bureau. J'étais au bureau à 7h15 le matin. C'est bien rare que je partais avant minuit. Là. Du lundi au jeudi, là, minuit, 1h du matin, 7h15 à minuit. Wow. On travaille. Mais moi, je suis de Montréal. Je n'avais pas vraiment de chum à Québec. Je n'avais pas d'amis. Ma blonde était à Montréal. Je n'avais rien d'autre à faire que de travailler de toute façon. Fait que le soir, j'étudiais toutes les anciennes décisions de la Ligue nationale. Puis j'avais commencé à les indexer. Alors, quand quelqu'un posait une question, j'étais rapidement capable de trouver des réponses basées sur des décisions antécédentes. Et au point où, quand on commençait à appeler des clients et qu'on discutait de dossiers, de vrais dossiers que ce client-là avait, je me rappelle, là, je suis jeune, là, j'ai 1999, j'ai 22 ans. Là. Je ne suis même pas avocat. Daniel, qui était l'associé, c'est lui qui parle. Mais là, à un moment donné, je vois que lui et le DG, il se trompe. Je le sais qu'il se trompe. Fait que là, je fais signe à Daniel, peux-tu parler? Puis Daniel, qui est incroyablement humble puis un leader extraordinaire, il dit ouais, parle. Puis là, je leur explique pourquoi ils ont tort, basé sur la jurisprudence, puis pourquoi je pense qu'on devrait utiliser une autre approche, puis voici moi le plan que je ferais. Puis les deux, ils disent super, je pense que c'est ça qu'on va faire. Puis là, j'ai commencé à gagner leur confiance. Puis Pierre Gauthier, c'était un des premiers avec qui j'avais travaillé. Il était déjà à Anaheim à l'époque. Puis Pierre avait été excellent pour moi. Parce que lui, après ça, on avait des rencontres. Lui, il était peut-être là avec David Poyle. Puis on se rencontrait à plusieurs. Puis lui, il me parlait comme si je savais de quoi je parlais. Fait que David Poyle, lui, il voit un petit cul dans le bureau. Comme Moneyball. C'est presque comme le film Moneyball. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Puis j'ai fait ça pendant 3 étés. Puis en cours de route, à un moment donné, on a ramassé tous les dossiers de droit de la Ligue junior majeure du Québec. C'est moi qui c'est moi qui travaillais avec Gilles Courteau sur un paquet de dossiers. On avait refait la constitution de la Ligue, tous les contre-types, les règlements internes. C'est à ce moment-là que Gilles Courteau est passé de président à commissaire. On avait changé son titre. J'allais aux assises de la Ligue, au bureau des gouverneurs. On a commencé à faire un peu de baseball. D'un coup, on a les Royals de Kansas City sont nos clients. Wow. Et puis, à ce moment-là, j'étais rendu au bureau de Montréal. J'avais transféré. J'étais encore chez Ian Blakey, mais j'étais rendu au bureau de Montréal. Puis, j'étais supposé d'aller aux assises des DG du baseball majeur qui était à Washington. Daniel Dumais partait de Québec. Moi, je partais de Montréal. On allait se rejoindre à Washington avec notre client, les Royals de Kansas City. Daniel, il est pris d'une tempête de neige. Fait que je suis le seul qui serait. Là, encore une fois, là, je suis ticu, là. Dans la salle, là, je suis le plus jeune. Il n'y a pas personne en bas de 30, 35, 40 peut-être. Là. Mais moi, j'ai 22, 23. Puis, c'était super intéressant. Alors, moi, j'étais à une réunion des DG du baseball majeur avant d'aller à une réunion des DG de la Ligue nationale. C'était super intéressant comment ça fonctionnait. Le baseball majeur a une exemption sur la loi anti-monopole aux États-Unis. Donc, la Ligue est très impliquée dans les négociations de contrats et surtout les dossiers d'arbitrage, ce que la Ligue nationale de hockey n'est pas capable de faire. Alors, l'avocat de la Ligue était en avant, puis il avait casé les 200 joueurs éligibles à l'arbitrage salarial sur un tableau. Puis il était classé là, de 1 à 200. Le 1, je me rappelle, c'est Derek Jeter. Le 2, c'était Andrew Jones. Puis il était classé là, de qui devrait faire le plus d'argent jusqu'au dernier. Puis là, il demandait OK, bon, Derek Jeter, je me rappelle, il avait sauté. Il a dit Derek Jeter, on n'a pas besoin d'en parler. Es-tu là, Max, toi? Moi, je suis là. OK, non, j'ai peur. Ah non, c'était intéressant. Tabarouette, là. Coupe-nous pas ça, Julien! C'est bon, c'est tellement intéressant, sa carrière à lui, c'est débile. Mais tu sais, quand tu parles je m'en allais demander s'il y aurait eu l'intérêt justement d'être GM dans le monde du baseball. Mais on va lui demander, il va finir l'histoire parce que c'est trop bon. Il va se connecter ou se déconnecter puis revenir. Là. Hey man, c'est vraiment intéressant. Je me voyais dans l'écran de même, genre j'écoutais. N'oublie pas, Guillaume, tu posais une question sur anecdote Coupe Stanley. Ouais. Mais c'est tellement brillant, ce gars-là, c'est débile. Là. C'était écœurant. Allez, ça c'est bon, ça coupe juste au bon moment. On s'excuse pour le monde en audio. Dans le fond, Julien est en train de parler, puis le Lightning a coupé le Wi-Fi.
Ouais, c'est ça. C'est Mathieu qui appelle sur l'autre ligne, Mathieu Darche. C'est Darche sur l'autre ligne qui a fucké les affaires. Mathieu, il est jaloux, je pense, parce qu'on passe plus de temps que Julien. Fait qu'il a décidé de couper ça. Il va se reconnecter, pas de problème. On va attendre, il n'y a pas de stress. Les stats avancées, c'est vrai, c'est des bonnes questions, ça, mais... Ouais, c'est juste que on veut pas rester 3 heures. On pourrait être ici pendant 4 heures. Mais non, c'est ça, ouais. Yes, on était comme non! On a dit, c'est sûr, c'est un teaser. C'était bon, ça. Vous vendre vos produits dérivés pendant la pause. C'est ça qu'on a fait, on a mis le pub. Alors, je disais, tous les joueurs qui étaient éligibles à l'avantage salarial sont au tableau. Derek Jeter était 1. Alors lui, je m'appelle, il n'avait pas parlé. Là, le deuxième, c'était Andrew Jones à Atlanta, qui était un joueur vedette. Là, l'avocat de la Ligue, il dit bon, Atlanta, on avait pensé que dans notre dernière rencontre, que vous alliez offrir X. À vous changer d'idée. Non, parfait. Bon, il faisait tout le monde. Puis un moment donné, je me rappelle, il y a un club que l'avocat de la Ligue leur dit vous pensez à changer votre offre? Puis le DG, il dit oui. Il dit je pense qu'on devrait offrir plus. Là, l'avocat de la Ligue, il dit OK, qui ici pense que tel club, les Yankees, qui ici pense que les Yankees devraient offrir plus que, disons, 5 millions? Là, le DG des Yankees, il lève la main. Là, qui pense qu'il devrait offrir 4,6? Tous les autres lèvent la main. L'avocat de la Ligue, il dit t'offres 4,6. C'est complètement différent. Ah ouais. Ah, wow. Là, ça avance. D'un coup, ça va être les Royals de Kansas City. Le DG des Royals, qui n'avait pas beaucoup d'expérience non plus à l'époque, il dit Julien, tu parleras pour nous autres. Sérieux, hein? Alors, là, tu présentes tes arguments, puis tu essaies de défendre ta position. Puis je me rappelle, quand on avait été à la pause pour le dîner, la personne qui s'était assise avec moi, ça a donné, c'était Kim Hang, qui à l'époque était DG adjoint des Yankees, puis qui aujourd'hui vient d'être nommée la première femme DG dans le baseball majeur avec les Marlins. Ça y a pris 22 ans, mais aujourd'hui, elle est là. Ouais. As-tu déjà passé proche de t'en aller du côté du baseball? Non. Une fois que j'étais dans le hockey, quand j'étais embauché par le Canadien, puis une fois que j'ai fait ça avec le bureau d'avocat pendant quelques années, Régent Hull, le Canadien, c'était un de nos clients. Alors, on avait fait des dossiers avec Régent. Et puis, ça m'avait permis de rencontrer Pierre Boivin en cours de route. Et puis, quand George Gillette a acheté l'équipe, Régent a perdu son poste, André Savard a été embauché. André, qui avait vraiment tout fait dans le hockey, il avait été un joueur, il avait été entraîneur adjoint, entraîneur-chef, dépisteur en chef, dépisteur, il avait tout fait sauf DG. Alors, il maîtrisait pas mal tous les volets reliés au poste de DG, mais moins le côté administratif, contrat, budget. Alors, il cherchait quelqu'un pour l'épauler dans ces aspects-là de son travail. Pierre Boivin avait suggéré dans le fond, que le Canadien me loue du bureau d'avocat pour 6 mois. Le temps qu'André passe des candidats en entrevue pour le poste de DG adjoint. Puis au bout de 6 mois, André est venu me voir à un moment donné, il a dit regarde, j'ai interviewé toutes ces autres personnes-là. Je pense que le meilleur gars pour la job, c'est toi. C'est toi. Alors, si tu veux la job, là, c'est toi. Je t'adonne, viens travailler chez nous temps plein. Puis, c'est ce qu'on avait fait. Et puis, l'entente à l'époque, c'était je ferais 80 de mon travail serait des opérations hockey, puis 20 serait plus de volet corporatif commercial avec Pierre Boivin. Et puis, le premier dossier qu'il m'avait donné, une fois que j'ai signé mon contrat, Pierre Boivin il est venu me voir et dit bon, ton premier dossier, là, on a signé ce contrat-là avec Kenan Blakey qui disait qu'on ne t'embaucherait pas au bout de 6 mois. Il faut que tu nous sortes de ça. Comme ça. Alors, ça avait été comme mon premier dossier, puis ça n'avait pas été difficile. Le cabinet comprenait pourquoi je partais. Puis, dans le fond, c'était bon pour eux aussi parce que j'allais utiliser leur service pour un paquet de dossiers pour les années à venir. C'est quand même long, 6 mois dans... Je n'ai pas travaillé dans le baseball après ça. La seule autre fois où j'ai eu affaire dans le monde du baseball, c'est quand on a acheté Yuppie. Quand on a acheté Yuppie en 2004, je pense en 2004, c'est durant l'arrêt de travail 2004-2005, je faisais encore un petit peu de travail pour le côté corporatif. Jusqu'à 2006, je faisais encore à peu près ça 80-20. Puis à partir de 2006, j'ai comme quitté le volet corporatif puis j'ai fait juste du hockey. Alors, on avait négocié l'achat de Yuppie auprès du baseball majeur qui opérait les expos à ce moment-là. Il n'y avait plus de propriétaire, c'est le baseball majeur qui opérait les expos. Et puis, Pierre Boivin et puis Ray Lalonde, qui était VP Marketing, avaient négocié le prix, mais ensuite, il fallait faire les contrats puis toute la logistique qui entourait ça. Puis, je me rappelle,
C'était avec Claude Delorme, qui était le chef des opérations des Expos à l'époque, qui, je pense, travaille encore pour les Marlins. Il avait suivi les Marlins par la suite. Puis là, il dit, bon, ben là, quand est-ce que tu vas venir chercher? Quand est-ce que tu viens chercher Youpi? Quand est-ce que vous allez venir chercher Youpi? Tu t'attendais pas à ce que c'est moi qui aille le chercher. Là. Fait que là, je dis, OK, Youpi, c'est quoi Youpi? Il dit, ah ben, on a 5 costumes, parce que, tu sais, des fois, il reçoit de la bière, puis là, il faut que le gars change. Puis, j'ai dit, OK, là, je n'avais parlé à Ray, puis Ray voulait, de toute façon, qu'on ait la mascotte pour qu'on puisse. Puis là, tout ça, c'était en catimini, là. C'était pas public. On allait attendre que le hockey revienne après l'arrêt de travail, puis on allait adopter Youpi, puis on avait fait toute une promo avec ça. Roger Brulotte était là, je pense que c'est lui qui avait fait l'annonce, le père de Youpi. On avait fait une grosse affaire, mais il fallait préparer cette conférence de presse-là, puis Ray voulait qu'on mette la main sur le costume pour qu'on puisse enlever sa chemise des Expos puis mettre un chandail du Canadien. Puis on avait embauché Jean Héroldi pour faire le chandail, puis le design, puis tout ça. Alors, Jean avait signé une clause de non-divulgation. Puis là, il fallait aller chercher Youpi. Fait que j'avais appelé Claude Delorme. J'ai dit, Claude, on veut mettre la main sur le costume en fin de compte. Là. Il dit, il ne faut pas que ça se sache. Fait que, il a dit, parfait, ça va te prendre une vanne. J'ai dit, OK, ça va prendre une vanne. Là, on se demandait qui allait le faire, parce qu'il y a des commissionnaires aux Canadiens, mais on ne voulait pas que ça se sache. Fait que là, j'avais dit à Claude, Claude, tu sais quoi, je vais prendre la vanne du Canadien, là, je vais y aller, moi, elle est blanche de toute façon, il n'y a pas de logo dessus. Là. Je vais conduire la vanne, je vais aller rejoindre au stade olympique. J'avais ouvert la porte de garage, j'étais rentré dans le ventre du stade olympique, on avait descendu la vanne, puis là, d'un coup, on était allé au vestiaire de Youpi, puis là, il a ouvert la porte, puis là, tu as des sombreros, des skis, des raquettes, des casques pour faire de la moto. C'était des poches et des poches et des poches de hockey. On a rempli la vanne de poches. J'avais ramené ça aux Canadiens. On avait au Centre Bell à l'époque. Non, c'était le Centre Bell à l'époque. On avait fait amener Ray avait fait descendre un container de vidange vide. On avait mis toutes les poches dedans. On avait couvert ça. Puis là, avec un des convoyeurs, on l'avait fait monter à une salle secrète où il y avait juste Jean Héroldi, Ray, puis peut-être une ou deux autres personnes qui avaient accès là, pour aller travailler avec lui. C'était carré, ça. J'ai été travailler dans le baseball. Tu l'as essayé une fois. T'as essayé le costume. Honnêtement, il était tellement sale. Là. Il avait besoin d'amour. Il avait besoin d'amour. Hey, c'est tellement bon, cette histoire-là. C'était carré. Ça me ramène à tes débuts, justement, quand vous avez gagné la Coupe Calder. C'était ta première année avec les Bulldogs, je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on se retrouve? J'étais responsable des Bulldogs, oui. Exact. Comment on se retrouve à prendre la décision? Je pense que c'était Yaro Halak qui était le gardien partant à Hamilton. Puis là, vous rentrez votre joyau Price, puis c'est lui qui y va, puis all the way. Comment est-ce qu'on gère ça? Puis y a-t-il une pression? D'où ça vient, cette décision-là? C'était pas Yaro Halak, c'était Yann Denis. C'est ça, c'était Yann Denis. Yann Denis, qu'on avait signé, qui était un des grands gardiens de but universitaires, qui était un joueur autonome sans compensation, qui était comme dans les premiers. Maintenant, c'est la tendance un petit peu de signer des joueurs autonomes qui sortent des rangs collégiaux américains. Mais lui, c'était le premier qu'on a signé aux Canadiens, là, qui était convoité par plusieurs équipes. C'était un joueur étoile dans la Ligue américaine rendu à ce moment-là. C'est très rare. C'est très rare. Tellement rare que je sais les 2 fois que c'est arrivé, là, où j'ai imposé une décision de personnel à un entraîneur. Puis 2007, ça en était une. Don Lever était l'entraîneur-chef à l'époque. Carey Price a fini sa saison collégiale à Tri-Cities. Il venait finir la saison à Hamilton. Puis c'était décidé. Allemand, la directive, elle venait de Bob. Là. Ouais. Carey Price, ça va être lui qui va jouer les games. Et puis j'avais eu une conversation avec Don Lever. J'ai dit, voici les games qui restent. Voici les games que Carey va jouer. Puis si tu veux changer ça, il faut que tu m'appelles avant. Puis qu'on ait une conversation. Parce que sinon, c'est Carey qui joue. Puis Carey avait bien fait. À un certain moment donné, c'était difficile de tasser Yann. Mais on voyait le potentiel en Carey, puis il y avait eu une bonne saison. Puis ça a été la bonne décision en bout de ligne. Bon, Max était sur cette équipe-là. Merci pour la bague, Carey. Merci, Carey. Dans le match décisif. Mais Carey avait été le joueur le plus style des séries, puis il y a un trophée pour le prouver. Il avait été extraordinaire. Si c'est pas trop indiscret, c'est quoi la deuxième situation? La deuxième fois, en 2013, séries éliminatoires avec Syracuse, on était
en séries éliminatoires à ce moment-là, on s'est rendu en finale encore, mais c'était probablement en première ou deuxième ronde. On avait André Suster, un autre gars qu'on avait sorti des rangs collégiaux, qu'on avait signé, qui était un joueur très convoité. On avait été chanceux, il avait signé avec le Lightning. Il est allé finir la saison à Syracuse. Et puis, on avait un vétéran, un défenseur vétéran qui était blessé. Alors, Suster, il jouait de toute façon, mais là, le vétéran allait revenir dans le line-up pour peut-être le match numéro 3 de la deuxième ronde. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième ronde. Puis le coach à l'époque, qui est Rob Zettler, que j'adore, qui travaille encore chez nous, là, il m'a dit, Julien, je veux tasser Suster puis remettre Brandon Mickelson. C'est Brandon Mickelson. Puis là, on a eu la conversation. J'ai dit, Suster, il joue assez bien. Là. On a une bonne équipe, il joue bien. Il tire son épingle du jeu. Tu ne peux pas me dire qu'on est une meilleure équipe avec Brandon Mickelson. Ce que tu me dis, c'est qu'on est égal. Si on est égal, là, on va faire jouer le jeune. Là. Mm-hmm. Alors, c'est les deux seules fois incluant la Ligue nationale, c'est les deux seules fois où j'ai imposé un joueur à un coach. Puis ça a fonctionné. Les deux ont fonctionné. Je pense que les deux fois, j'avais raison. Ouais. Ben, Carey, c'est sûr que. Merci pour la bague, Julien. Bien gentil. Tu remercieras Carey, puis c'est moi qui devrais te remercier. J'ai le trophée au-dessus de mon épaule. Hey, comment ça, je n'ai pas, moi, de trophée, la Coupe Calder? Je ne l'ai pas eu, c'était juste pour le. Il donnait aux 3 premiers trios. Il est donné aux 3 premiers trios. Ligue américaine, tu devais jouer au top 6, Max. Guillaume. Chris, arrête, là. Un but de passe, 2-1. Un but de passe dans le match. Hey, Max, j'ai pas checké tes stats dans la Ligue américaine. Arrête de niaiser, là, Guillaume, là. T'as scoré de 20 buts dans la Ligue américaine? T'es juste vu dans la Ligue nationale. Voyons. Ouais, fâche-toi pas après moi. Il nous reste 2 questions, Julien. On veut pas prendre trop de ton temps. On apprécie déjà que tu viennes. On n'a pas le choix d'en parler. Cette semaine, ça a été une grosse nouvelle avec les Carabins. On sait que t'es impliqué beaucoup là-bas. 75 000 personnels pour le hockey féminin des Carabins. Pourquoi c'est une cause importante pour toi? Puis est-ce que justement, c'est dans les discussions, la Ligue nationale devrait réussir à en faire plus pour aider le hockey féminin en Amérique du Nord? Bien, à la base, j'étais approché par l'Université de Montréal pour m'impliquer auprès des Carabins, faire un don au programme des Carabins en général. Là. Il y a plusieurs sports, il y a le football, il y a le volleyball, il y a le basketball, je pense qu'il y a 13 disciplines à l'Université de Montréal. Et ça me faisait plaisir de le faire. Honnêtement, dans le fond, je l'ai expliqué cette semaine, je l'ai fait pas par altruisme, je l'ai fait par égoïsme. Je suis égoïste puis je veux être heureux. Je crois à ça, la poursuite du bonheur, puis tout le monde croit à ça. Tout le monde veut être heureux. C'est un trait universel. Et puis, je ne suis pas différent des autres. Et puis, une façon facile là, de se créer du bonheur, c'est d'aider les autres puis de donner au suivant. Ça peut se faire de plein de moyens. Ça peut être des gestes très simples. Des fois, ça peut être des dons. Des fois, ça peut être des dons plus modestes. Des fois, ça peut être des dons plus substantiels. Mais à l'intérieur de nos moyens, on est tous capables d'aider les autres. Puis, et ça va nous rendre heureux, nous, parce que ça nourrit l'âme d'aider les autres. Alors, à la base, c'est pour ça que j'étais prêt à le faire. Et 2, je suis très fier de l'Université de Montréal. Je suis fier d'être un diplômé de l'Université de Montréal. C'est une des plus grandes institutions au Québec. C'est une des plus grandes universités au monde. C'est régulièrement coté comme étant la meilleure université francophone au monde. Puis c'est chez nous, ça, c'est au Québec, c'est à Montréal. Alors, on ne fait pas, je pense, un assez bon travail à mettre en valeur ces grandes institutions-là qu'on a au Québec. Évidemment, l'Université de Montréal, c'en est une, ce n'est pas la seule, mais c'est celle pour laquelle je prêche cette semaine. Ouais. Et puis, nous, les diplômés, on a une responsabilité de redonner à nos institutions et puis de les faire rayonner. Alors, c'était un réflexe naturel, moi, quand j'étais approché de les aider. Par contre, en discutant avec eux, je leur ai dit, moi, je gagne ma vie dans le hockey. Je suis associé au hockey. J'aimerais ça que les fonds que je vais vous donner aillent à l'équipe de hockey. Et puis, l'autre chose, j'aime être associé à l'excellence. Puis quand tu regardes la pyramide du hockey féminin mondial, là, il y a les équipes nationales, il y a les ligues professionnelles, mais le pipeline qui vient approvisionner ces équipes-là, c'est le hockey universitaire, surtout le hockey universitaire en Amérique du Nord, et entre autres, le U-Sport au Canada. Et puis, les Carabins, c'est un des grands programmes. Là. Ça fait, je pense, une douzaine d'années qu'ils sont là. Ils ont déjà 2 championnats nationaux. Année après année, ils se rendent aux championnats nationaux qui finissent premier, deuxième, troisième. Ils sont régulièrement dans les médailles. Alors, dans le fond, c'était un privilège pour moi de pouvoir m'être associé à cette équipe-là et à ces athlètes-là, parce qu'il y a des joueurs sur l'équipe là, qu'on va voir aux Olympiques là, 2022 ou 2026. Alors, c'est un honneur pour moi d'être associé à ce programme-là. Il y avait eu des rumeurs comme quoi l'Université de Montréal aurait un club masculin. Sais-tu s'il y a des développements? Sais-tu ce que ça en est, ce dossier-là?
J'ai jamais entendu ça pour l'Université de Montréal. Là. Je pense que l'UQAM avait entrepris des démarches pour avoir une équipe masculine. Je ne sais pas où ils en sont rendus. Là. C'est vrai, c'est. Pas branché sur l'UQAM. Tu vois que c'est pas ma force, les universités. Guillaume, toi, à part être allé luncher une fois parce que le buffet est à 5$ à l'université, je pense pas que tu es allé plus loin que ça. Bon, regardez lui. Non, c'est fin, ça. Mais on va passer à la section de la petite vite, Julien. La petite vite, c'est 3 petites questions bien simples. Ton foursome de rêve, n'importe quel domaine, n'importe où, tu dis, je veux ces 3 personnes-là pour jouer au golf ou juste souper, peu importe. Là. Je ne joue pas au golf, fait que ça ne sera pas le golf. Je vais m'en venir à une personne. Là. Si je pouvais rencontrer une personne, puis ça ne sera pas dans le monde du sport, parce que les gens dans le monde du sport, je suis quand même chanceux. J'ai réussi à en côtoyer beaucoup, là, que ce soit le basket, le soccer, le rugby en Europe. J'ai eu la chance de me promener et de voir des dirigeants de plusieurs clubs et d'apprendre un petit peu de leur procédé à eux. Je dirais Bill Gates. Bill Gates, là, c'est un polymathe extraordinaire. Ses champs de compétences sont très vastes. Et la profondeur de son savoir dans chacun de ces domaines-là, le monde des affaires, le monde de la philanthropie, des questions géopolitiques, il connaît les chefs d'État de pas mal toutes les, peut-être pas toutes les nations, mais certainement les plus puissantes. L'autre chose, des gens qui, c'est le fun j'aime beaucoup l'histoire, c'est le fun d'apprendre du passé, mais si j'avais le choix entre savoir ce qui s'est passé avant ou ce qui s'en vient, j'aimerais mieux savoir ce qui s'en vient. Les gens qui travaillent dans le monde du tech à Silicon Valley ou à Seattle, comme Bill Gates, ils savent dans le monde là, de 2031, là, ils savent déjà de quoi il a l'air. Ils savent déjà c'est quoi la technologie. Quand tu lis un petit peu sur leurs travaux et ces choses-là, là, je donne un exemple. Peut-être dans la dernière année, je lisais sur quelqu'un qui est impliqué dans Silicon Valley, puis il expliquait que sa petite fille qui allait rentrer à la prématernelle, quand ils ont fait les entrevues, les dirigeants, le directeur de l'école, il essaye de vendre, « Hey, nous autres, là, chaque enfant de 3 ans a son propre laptop, puis ils vont pouvoir travailler sur leur laptop personnel. » Puis lui, il se dit, « Je ne sais pas pourquoi vous leur montrez un clavier, dans 10 ans, il n'y en aura plus un au monde. Tout va être par reconnaissance vocale. » Vous leur donnez des habiletés qui vont être complètement inutiles par le moment qu'ils vont être sur le marché du travail. Moi, je n'y aurais jamais pensé, mais les gens qui travaillent dans le tech, dans ce monde-là, là, ils savent où on s'en va, ils savent de quoi ça va avoir le futur. Puis si je peux avoir une meilleure idée de ce qui s'en vient, je pense que ça m'aiderait dans mon travail. Ça m'aiderait peut-être dans mes investissements aussi. Alors, Bill Gates, puis s'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus sur Bill Gates, il y a un super documentaire à Netflix qui s'appelle Inside Bill's Brain. C'est 2 ou 3 épisodes, là, puis c'est fascinant. C'est sur sa carrière, ses méthodes de travail, puis toutes les grands enjeux de l'humanité sur lesquels il travaille en ce moment, c'est fascinant. Wow, c'est bon. Puis la prochaine chose, on parle tu rêverais de rencontrer, mais as-tu déjà rencontré quelqu'un que tu étais nerveux puis tu shakais? Là, encore une fois, je suis chanceux. Au bureau d'avocat où je travaillais, il y avait Pierre-Éliott Trudeau, il y avait Pierre-Marc Johnson, il y avait l'épouse de Lucien Bouchard à l'époque. J'avais pu croiser Lucien Bouchard. Avec le Canadien, j'ai rencontré pas mal tous les premiers ministres du Québec ou du Canada au fil des années à différentes soirées philanthropiques ou des fois, ils venaient au match. Souvent, c'est des fans du Canadien. Là. Puis, ils aimaient ça venir en bas rencontrer le coach après, puis ça donnait que j'étais là. J'étais la mouche sur le mur, là, mais j'étais là. Puis, j'ai rencontré Donald Trump à Maison-Blanche il y a 2 ans. Quand même président des États-Unis, là, on peut dire ce qu'on en pense de lui. Là, puis, je dirais, mon plus grand regret, là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, puis je ne l'ai pas fait. Je pense que c'était à l'automne 2002, donc c'était ma 2e saison au Canadien. Bill Clinton venait de finir sa présidence, et puis il était venu faire une allocution au Centre Bell, et sur l'heure du lunch. Et puis Pierre Boivin nous avait invités, il y avait André Savard, moi, probablement François Seigneur, peut-être Donald Beauchamp, on n'était pas beaucoup là. Une poignée de personnes. On avait écouté Bill Clinton. Puis quand il a fini son discours, Pierre, il nous dit, je nous ai organisé une rencontre privée. On a 30 minutes avec Bill dans une des loges, un des salons Molson, pour ceux qui sont familiers, vous autres, vous devez connaître ça, pour prendre des photos puis jaser un petit peu avec lui. Puis là, André Savard, il dit, j'ai trop de travail, je ne peux pas y aller. Puis moi, je suis l'adjoint André Savard, puis je suis nouveau, là. Fait que là, je dis, comment André, il n'est pas allé.
Je dis, moi aussi, je vais aller travailler. C'est sûr qu'André Savard, là, ça ne lui dérangeait pas. Là. Il avait été rencontré pendant 30 minutes. Ça ne aurait pas dérangé pour 2 scènes. Là. Mais quand tu es jeune, des fois, tu es naïf et tu fais des erreurs. Ben ça, c'en est une. Alors ça, c'est une opportunité manquée. La personne la plus impressionnante que j'ai rencontrée dans ma vie, puis c'est pas parce qu'on œuvre tous dans le monde du hockey, là, mais c'est Jean Béliveau. Jean Béliveau, quand j'ai commencé à travailler au Canadien de Montréal, son bureau, il était à côté du mien. Il y avait encore un bureau, à l'époque, c'était le Centre Monson, c'est devenu le Centre Bell. Il venait peut-être juste une fois par semaine, puis éventuellement, il a délaissé son bureau, puis il venait encore. J'ai eu la chance de lui parler à quelques reprises. Je me rappelle, durant l'arrêt de travail 2004-2005, il était allé à Tout le monde en parle pour parler, entre autres, de l'arrêt de travail. Et puis, il m'avait téléphoné sur mon portable. Puis, je ne suis pas proche de Jean Béliveau à ce moment-là. Là. Puis moi, je suis encore le TQ au Centre Bell. Là. Puis, le message, il disait, dans sa voix à lui, que je ne suis pas capable d'imiter, là, mais Julien, ici Jean Béliveau. Je vais être à Tout le monde en parle cette semaine, ce jeudi. J'aimerais pouvoir discuter un petit peu du conflit avec l'Association des joueurs. On m'a dit que tu étais la meilleure personne à qui parler. Aurais-tu la gentillesse, s'il vous plaît, de me téléphoner puis me donne son téléphone à la maison? C'est la seule fois que j'ai fait ça, mais j'avais le message, je l'ai fait écouter à mon père. J'ai dit, tu peux-tu croire ça? Jean Béliveau, il m'appelle pour que je l'aide je le prep pour son entrevue à Tout le monde en parle. C'était un homme extraordinaire. Je n'ai jamais entendu de mauvaise chose. De tous les coéquipiers là, qui ont travaillé avec lui, de tous les gens qui ont travaillé avec lui, c'était un sage homme. Puis quand il est décédé, j'étais rendu à Tampa quand il est décédé, j'ai repensé souvent à mes interactions avec lui à ce moment-là. Puis je me suis rendu compte, quand il n'y avait plus de bureau au Centre Bell, mais qu'il venait encore régulièrement, souvent quand il y avait un 15 minutes, parce que son rendez-vous ou la personne qui venait voir n'était pas nécessairement prête ou il était d'avance, il cognait à ma porte puis il venait me voir. Puis, il s'assoyait dans la chaise en face de mon bureau. Puis moi, dans mes yeux de jeune, sans expérience et naïf, je disais, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, M. Béliveau? Je peux vous aider à faire quelque chose. Je me suis juste rendu compte plus tard que, dans le fond, il me donnait l'opportunité d'y poser des questions. Puis, j'ai pas été assez intelligent j'ai pas été assez allumé pour savoir qu'il me donnait là, 15 minutes pour y poser des questions sur n'importe quoi, sur l'histoire du Canadien, la Ligue nationale, qu'est-ce qu'il pense de la Ligue nationale aujourd'hui, des enjeux autour du hockey. Ça, c'est une autre opportunité manquée. Mais c'est la personne la plus impressionnante que j'ai rencontrée, c'est Jean Béliveau. Mais justement, la troisième question, c'est si tu n'étais pas dans ton domaine, tu ferais quoi? Tu as répondu tantôt en disant que tu voulais être fiscaliste. Fait que ça m'amène à une autre question, avec ce que tu viens de dire. Tu sais, tu dis Jean Béliveau, puis toutes les personnalités autour du Canadien. Comment est-ce que, quand on commence notre carrière avec le Canadien, avec des ancêtres comme Béliveau, Lafleur et peu importe, tous les vétérans qui ont marqué l'histoire, on s'en va chez le Lightning, une organisation qui est plus jeune, qui n'a pas la même histoire. Comment est-ce qu'on réussit à recréer ce sentiment d'appartenance-là que tu as vécu au Canadien en partant avec des légendes? Bien, ça prend du temps. Tu sais, l'histoire, ça prend du temps. Tu veux bâtir une histoire, bien, ça prend du temps. Tu peux pas pousser sa fleur. Tu peux pas tirer sa fleur qu'elle pousse plus vite. Là. On espère que ça fait quand même 8 saisons qu'on est un des meilleurs clubs, qu'on est généralement dans le haut du classement, qu'on est des aspirants à la Coupe Stanley année après année. On est en train de bâtir là, une des belles périodes de l'histoire du Lightning avec des joueurs qui un jour vont prendre leur retraite, mais ils risquent de peut-être encore habiter ici, encore être impliqués, être ambassadeurs à leur tour. La clé, c'est d'avoir du succès. Ouais. Si tu veux qu'il y ait un lien affectif avec les partisans, il faut que tu leur donnes une raison de tenir aux individus qui ont bâti l'histoire du club et qui ont connu du succès. Wow. Super bon. Puis moi, c'est fini de mon bord. Je voulais te remercier personnellement parce que je pense que les gens l'ont réalisé. Tu as du succès à cause de ton travail et ta personnalité, mais être terre à terre, je pense que, comme on dit en anglais, goes a long way, là, pas à peu près. Puis je suis pas mal certain. Ça veut dire ça, Maxime? Je suis pas mal. On parlait d'université, Guillaume, tu t'arrangeras plus tard avec ça. Okay. Mais c'est pour ça qu'il performe. Puis on est fiers de toi au Québec. Puis continue ton beau travail. Merci vous aussi, les gars. Honnêtement, c'est inspirant ce que vous faites. Lâchez pas. Merci Julien de ta présence sur notre show. Puis on souhaite un autre Coupe Stanley au Lightning. On va se faire lancer des tomates des fans du Canadien. Mais gars, on t'aime beaucoup. On touche du bois. Salut, merci beaucoup. Bye bye.